Bonjour, merci pour votre fidélité aux émissions d'Orbis. Nous parlons beaucoup d'intelligence artificielle, d'évolution technique, de transformation de l'homme, des rapports aussi entre l'État et la société. Ce sont des thèmes qui peuvent inquiéter ou qui peuvent au contraire susciter beaucoup d'espoir dans les évolutions qui peuvent survenir dans les années à venir. Pour en parler, je reçois Olivier Babot. Bonjour, merci Bonjour. d'avoir accepté l'invitation d'Orbis. Vous êtes président de l'Institut Sapiens, également professeur à l'Université de Bordeaux. Institut Sapiens qui s'intéresse principalement à ces questions de rapport entre l'homme et la technique. Votre logo, c'est pour que l'avenir ait besoin de nous. Nous, ce sont les personnes, les êtres humains, on suppose. C'est-à-dire que l'avenir pourrait s'écrire sans les hommes, uniquement avec les machines? Oui, c'est effectivement l'idée d'Homo sapiens. Donc, c'est pas sapiens au sens de sage. Donc, c'est pas l'Institut Sapiens parce qu'on estime être plus sage que les autres. C'est sapiens au sens où c'est ce que nous avons en commun. C'est cette espèce à laquelle nous appartenons tous. Et je crois, et l'Institut est né de ce constat, que l'urgence aujourd'hui est de comprendre que la place de l'homme dans le monde est réellement menacée, pas seulement par les changements climatiques, mais par la façon plus générale dont la technologie est en train de nous transformer. Technologie évidemment que nous créons nous-mêmes, mais qu'il est en train de nous transformer. Et c'est cette prise de conscience à laquelle nous voulons participer. Alors, ce changement, il n'est pas nouveau. La technologie, elle a toujours existé, ou elle a toujours contribué à transformer l'homme. Le XXe siècle, on a un exemple avec la médecine, avec Internet, etc. Est-ce qu'il y aurait quelque chose de nouveau aujourd'hui par rapport à ce qu'on a connu dans les décennies ou les siècles passés? Alors en effet, l'homme n'est pas naturel, il est déjà culturel. C'est-à-dire que nous n'existons même physiquement que parce que nous avons évolué à travers des choix culturels qui nous ont changé. Le bon exemple qu'on peut toujours poser, c'est on a domestiqué le feu il y a 400 000 ans. En domestiquant le feu, on a cuit les aliments. Ces aliments cuits prennent moins d'énergie à digérer, on peut les digérer plus facilement. Et ça nous a permis de faire grandir la taille de notre cerveau qui ne serait pas aussi grand si on n'avait pas donc le feu, tout simplement. Ce cerveau qui prend 25% de notre énergie au repos, c'est absolument exceptionnel. En tout le règne animal, on est les seuls animaux qui avons un cerveau aussi grand. Donc la technologie nous a déjà changé. Ce qui change aujourd'hui, c'est la rapidité d'évolution. Il y a toujours eu un décalage, et c'est probablement peut-être le drame, mais pas forcément au sens tragédie de l'humanité, c'est tout le nœud du complexe de l'humanité. Il y a un décalage entre notre être physique et neuronal qui a été formé par les millions d'années où nous avons été des hominidés, on pourrait dire chasseurs-cueilleurs, nomades, vivant dans des toutes petites communautés d'hommes et d'êtres humains, et l'être civilisé que nous sommes depuis environ 10 000 ans, au sens sédentaire, pratiquant l'élevage. Et on sait que ce décalage, c'est celui qui fait par exemple que vous avez des problèmes d'obésité aujourd'hui, parce qu'on est confronté à un monde où vous avez Walmart, du sucre partout, des possibilités de fondre sur les calories, alors que notre cerveau est encore calibré pour essayer de manger tout de suite toutes les calories qu'il trouve. Ce décalage est de plus en plus un problème. Avec la technologie qui accélère encore plus la différence entre les propositions civilisationnelles, si vous voulez, et notre être physique, intellectuel, on a une accélération dramatique réellement, et je crois de plus en plus peut-être même tragique, du décalage entre les deux qui fait qu'on risque tout simplement de perdre ce qui fait l'exception humaine en quelque sorte. Dans ces évolutions, il y a ce qui peut toucher à faciliter la technique, la communication. Et puis, on voit apparaître également des évolutions technologiques qui touchent davantage à l'homme. Alors, on parle de transhumanisme. Là, qu'est-ce qu'il peut y avoir aussi comme transformation à venir? Alors, je crois que ce qu'il faut comprendre déjà, peut-être on va en venir au transhumanisme, mais que, vous savez, c'est Platon qui expliquait qu'on avait trois parties dans l'humanité. Vous avez le nous, vous avez l'esprit, vous avez le thumos, c'est-à-dire le désir sensible, et l'épithumia, c'est-à-dire on pourrait dire la décision, le courage, l'action. Je crois que ces trois leviers, ces trois piliers très exactement, sont aujourd'hui très profondément affaiblis par la technologie. On pourrait les détailler tous, mais aujourd'hui par exemple, la pensée, on voit tous qu'à travers nos smartphones, les ordinateurs, une partie de notre mémoire ou nos capacités cognitives en réalité sont déléguées quasiment naturellement à ces machines. Les machines ont été très longtemps, on pourrait dire, des prolongements, des augmentations. Grâce au train, on va plus vite qu'à pied. Grâce à la faux, on a été plus vite pour faire les moissons.
Aujourd'hui, malheureusement, on s'aperçoit que la machine, elle n'est plus forcément un prolongement, elle peut être plutôt une prothèse, c'est-à-dire un remplacement. Elle vient en remplacement de nos capacités. C'est-à-dire qu'en fait, elle correspond à un amenuisement de nos capacités en tant qu'hommes si nous n'utilisons plus les machines. Et c'est ça, à mon avis, le grand risque que nous courons, c'est de perdre les capacités à décider, parce que nous avons des algorithmes qui nous entraînent quasiment à décider, enfin qui s'entraînent à décider pour nous, de perdre notre capacité à maîtriser notre désir, parce que nous avons un monde qui en permanence joue de ses désirs, par exemple la captation de l'attention, qui est aujourd'hui le nouvel or, on pourrait dire, c'est arriver à avoir votre attention en faisant un rappel et faire que vous allez aller sur le site, hein, c'est l'or que les GAFA s'arrachent, en fait, plus que les données, c'est d'abord l'attention, c'est votre temps de cerveau disponible, hein, comme on disait, n'est-ce pas, chez TF1. Donc ça, c'est ce deuxième pilier qui est celui du désir qui est en train aussi de se perdre, en quelque sorte, puisque nous ne savons plus résister à nos désirs. Nous confondons plaisir et bonheur, et nous sommes tous accros de plus en plus aux décharges de plaisir que nous envoie le like des réseaux sociaux. Et puis bien sûr la pensée, il y a des études extraordinaires sur la façon dont on lit sur Internet qui montrent qu'on ne lit plus sur Internet en réalité, on lit 18% d'un texte sur Internet très exactement. C'est-à-dire que la pensée, la lecture profonde, la lecture concentrée est en train d'être de plus en plus perdue, en tout cas elle devient de plus en plus rare, on n'a plus cette habitude, on est de plus en plus dans un monde où la pensée est diffractée, donc superficielle. Ce qui fait que finalement les technologies, les ordinateurs vont penser à notre place. Alors, il y a eu aussi dans le passé des évolutions techniques importantes qui ont transformé la façon de vivre. Est-ce qu'aujourd'hui c'est une différence de degré, c'est-à-dire que la technologie est beaucoup plus importante, l'évolution est beaucoup plus importante que ce que l'on a connu, ou c'est une évolution de nature qui fait qu'on est confronté à un nouveau type de technologie qui pourrait amener une transformation de l'homme? Je crois qu'on a vraiment des technologies qui sont sans pareil, sont sans exemple, on pourrait dire, par rapport à ce qui existait aujourd'hui. Des technologies dont les capacités, effectivement, se rapprochent tellement des capacités jusque-là les plus fines de ce que pouvait faire l'homme. Peut-être le meilleur exemple, c'est le jeu d'échecs, ça commence à dater, mais le jeu d'échecs, c'était quasiment uniquement une capacité de calcul. Plus frappant, plus récemment, le jeu de Go. Le fait qu'une machine soit capable de gagner au jeu de Go, où on ne peut pas physiquement calculer les possibilités tellement elles sont nombreuses, donc on doit se réfugier sur d'autres logiques qui ne sont pas uniquement des capacités de calcul, montre bien qu'on est en train d'accéder avec l'intelligence artificielle à des capacités humaines qui jusque-là étaient inaccessibles, enfin, des capacités qui étaient inaccessible à autre chose que l'homme. Et à partir de ce moment-là, le remplacement peut aller de plus en plus vite. Et c'est tout le débat qu'il y a autour évidemment de la fin du travail, la fin de certaines tâches, l'automatisation de certaines tâches, qui fait qu'on a l'impression que quelque chose qui est assez connu, les porteurs d'eau ont disparu, il y avait des porteurs d'eau autrefois, les computeurs même, on a oublié que computer c'était le nom d'un poste chez les comptables, hein, c'était celui qui faisait toutes les additions un peu fastidieuses qu'évidemment l'ordinateur a permis de remplacer, c'est pour ça qu'on l'a appelé le computer. Que ce phénomène de remplacement s'est accéléré de façon extraordinaire. Donc finalement ce qui est nouveau c'est quasiment l'accélération des événements qui fait que ce phénomène de destruction est beaucoup plus rapide et d'évolution est beaucoup plus rapide que tout ce qu'on a pu connaître autrefois. On voit qu'une des conséquences de ces évolutions, c'est également l'accroissement de la productivité, le fait qu'il y a beaucoup de métiers qui sont désormais faits par des machines et donc qui rendent des travaux pénibles qui ont disparu. Vous avez publié en septembre 2018 une étude sur les métiers qui vont disparaître. Donc, il y a des métiers qui vont être amenés à disparaître. Est-ce que ça veut dire que le travail lui-même va disparaître et qu'il va devenir inutile? Ce qui pourrait d'ailleurs être vu comme une sorte d'apothéose. Les philosophes grecs considéraient qu'il y avait la partie uniquement intellectuelle qui était intéressante. Donc, est-ce qu'on pourrait se décharger de tout travail physique pénible pour consacrer finalement nos journées uniquement à la lecture, à écouter de la musique ou à d'autres choses moins intéressantes? À parler avec ses amis, on aurait dit les épicuriens, c'est partie des grandes valeurs évidemment grecques. Vous avez tout à fait raison. C'est un débat absolument passionnant
où il n'y a pas encore, je pense, il y a des avis très, très, très contrastés. Évidemment, si on regarde comme Platon, pour qui le salarié était la chose d'un autre, hein, pour qui évidemment le travail manuel, tout ce qui déformait le corps, d'ailleurs y compris le sculpteur, était évidemment la chose d'un esclave, hein, un travail d'esclave, quelque chose qui était mauvais. Et le citoyen, le bon citoyen, c'était celui qui pouvait vivre dans le scolet, hein, c'est ça, n'est-ce pas, le loisir studieux, hein, c'est-à-dire le fait qui a donné osium, hein, en latin, c'est-à-dire le loisir, et qu'on retrouve évidemment dans le négoce. Le négoce, c'est le non-loisir. Hein. Le business, le fait d'être occupé d'ailleurs, c'est tout à fait ce sens grec. Donc on est dans une société très folle, hein, pour un grec, puisque l'idéal grec, ce serait évidemment de ne rien faire au sens moderne. Est-ce qu'on est en train d'arriver à cet idéal? Est-ce que finalement les technologies ne nous ouvriraient pas cet idéal? C'est possible. Je fais partie de ceux qui pensent que le travail ne mourra pas, qu'il va se transformer, qu'il y a effectivement certaines tâches qui vont disparaître, mais que derrière les voitures autonomes, derrière les ordinateurs, vous avez énormément de travaux, de gens, en tout cas pour un moment encore, qui vont devoir opérer, qui vont devoir créer des choses. La plus grande chance du travail, finalement, c'est que le désir humain, lui, est infini. Le désir de choses nouvelles, la volonté de voir de nouvelles combinaisons est infini. Et donc ce que nous allons voir de plus en plus, ce sont des tâches qui vont faire appel à cette créativité. Et donc le travail ne va pas disparaître. Il y aura toujours besoin de gens pour faire des choses, mais ce travail va être de plus en plus, c'est mon pari, de plus en plus qualifié. Donc le travail non qualifié c'est déjà difficile aujourd'hui, mais va de plus en plus se réduire, et sa valeur ajoutée va se réduire encore plus. À plus long terme, la vraie question, c'est est-ce qu'on ne va pas effectivement vers une redéfinition complète du problème de la répartition de la valeur, puisqu'autrefois on était dans un système assez simple où le travail c'était un peu la valeur sociale et il vous était remboursé à travers le salaire. Le salaire, c'est une partie de la valeur sociale que vous avez créée. Si vous êtes riche, vous avez créé théoriquement beaucoup de valeur sociale. Quand on est dans un monde où on s'aperçoit qu'il y a des effets de concentration extraordinaires, comme on le voit aujourd'hui avec les GAFA, plusieurs entreprises, Amazon ou Google ou Apple qui dépassent 1000 milliards de capitalisation, c'est-à-dire un effet de concentration énorme où, parce que vous êtes le roi de la plateforme, donc le chef de l'accès, vous arrivez à monnayer un petit peu le passage du monde vers vous et de vous vers le monde. Donc vous arrivez à rançonner un petit peu tous les gens qui passent, donc les gens qui ont créé de la valeur, quelque part vous leur prenez une partie de la valeur. La question de la répartition de la valeur et de sa justification se pose de plus en plus. Et demain, si vous êtes capable, si on crée de la valeur à travers les machines sans qu'il y ait vraiment beaucoup de travail humain, est-ce qu'il n'y a pas d'autres façons de créer de la valeur, enfin de répartir cette valeur, ce qui est une des bases, par exemple, de la réflexion autour du revenu universel. Vous voyez que le problème, évidemment, va très très loin dans la redéfinition de la façon dont notre société fonctionne. Et si on a une disparition du travail peu qualifié, ça veut dire qu'il y a un enjeu éducatif, d'avoir des personnes qui sont de plus en plus qualifiées pour continuer à avoir ce travail-là. Parce que l'enjeu, ce ne serait pas aussi d'éviter une sorte de rupture dans la société entre ceux qui sont utiles, parce que intelligents ou éduqués, donc pouvant travailler ou s'insérer, et ceux dont on ne sait plus quoi faire parce qu'ils sont largement dépassés par les machines, mais ils n'ont pas le niveau pour faire un travail plus intellectuel. C'est en effet absolument central. Alors évidemment, le professeur parlant, j'ai l'impression de faire un plaidoyer pro domo, hein. C'est difficile de ne pas plaider pour l'étude et la culture de soi-même, puisque c'est un peu le métier, l'occupation ou la vocation, hein, qu'on a tous en tant qu'universitaire ou en tant qu'enseignant. C'est vrai pour la société, mais c'est un enjeu aussi politique. Il faut bien comprendre que de plus en plus, le monde est de plus en plus complexe, de plus en plus difficile à comprendre, et peut-être de plus en plus angoissant à beaucoup d'égards. Qui peut dire comment on vivra dans 20 ans? Qui peut dire que ses enfants vivront mieux? Est-ce qu'on n'a pas beaucoup plus d'angoisse qu'il y a 50 ans, où on pouvait être très optimiste sur le fait qu'on était dans une marche du progrès qui allait dans un sens? Donc, aujourd'hui, le monde est assez angoissant, il est très complexe. La mondialisation a pu en décevoir beaucoup, hein. On dit beaucoup que l'élection de Trump, hein, c'est les rednecks de la Rust Belt qui on dit nous, la mondialisation depuis 30 ans, elle ne nous a rien apporté. Au contraire, on a vu notre monde s'effondrer, donc on va plutôt voter pour des discours peut-être plus extrêmes, voir le protectionnisme ou des solutions comme ça. La dérive vers les extrêmes, elle est le signe d'un monde qu'on comprend de moins en moins bien et dont on a de plus en plus peur. Donc la formation, la culture, l'apprentissage, c'est d'abord un enjeu
politique. C'est évidemment un enjeu aussi économique, parce que je crois que de plus en plus, et j'ai écrit beaucoup d'articles sur le sujet, la culture générale, qui peut paraître un petit peu secondaire, quelque chose, un problème d'expert ou un truc un peu bourgeois. Hein. Vous savez, ça a été beaucoup vilipendé, notamment par Bourdieu, hein, pour qui c'était uniquement un signe de distinction sociale. La culture générale est plus que jamais le plafond de verre de la réussite en entreprise ou en milieu professionnel. Et demain, ça va même être le passeport pour avoir accès à un emploi, à mon avis. La culture générale, c'est quoi ? C'est la capacité pour quelqu'un à se situer dans le monde et à situer à son époque dans l'histoire humaine, dans la grande dans tous les événements humains. C'est Nietzsche qui disait: celui qui n'a pas de mémoire est condamné à revivre ce qu'il a déjà vécu. Si vous ne comprenez pas évidemment comment fonctionne l'économie, mais si vous ne connaissez pas l'histoire, si vous ne connaissez pas les grandes œuvres de l'esprit, les grandes œuvres artistiques qui sont une manière de réfléchir à la destinée humaine, vous avez beaucoup de mal à comprendre, à décider en connaissance de cause, à débattre aussi, à rentrer en relation avec les autres. Cette éducation, c'est un enjeu absolument énorme et on ne peut qu'être consterné. Je suis en train d'écrire un papier sur le sujet, mais l'éducation nationale, finalement, c'est ce qui a le moins bougé pour l'instant. On a encore 7% en France d'illettrés. Un illettré, c'est quelqu'un, vous savez, qui ne comprend pas le texte, le sens d'un texte court. Ce n'est pas un analphabète. Un analphabète, on a moins d'1%. C'est encore beaucoup trop d'ailleurs, mais on parle des gens évidemment au-delà d'un certain âge. 7% d'analphabètes, vous avez 17% de gens qui sont dans la catégorie des nets, des gens qui sont pas en emploi, pas en formation, donc des gens qui sont complètement en dehors du travail. Ils n'ont pas d'emploi, ils ne sont pas en train de se former pour un emploi, ils ne sont pas du tout dans la perspective d'avoir un emploi. 17% des jeunes, c'est absolument dramatique dans une société où si vous n'avez pas de compétences et si vous n'êtes pas en plus capable de les faire évoluer en permanence, parce que les compétences sont obsolètes de plus en plus rapidement, et bien très rapidement, vous allez avoir beaucoup de mal, disons, pour dire les choses de façon douce, à apporter une valeur à la société. C'est vrai juste ce que vous dites, parce que nous ne sommes pas concertés, mais c'est exactement l'angle de l'enseignement à Orbis. Donc, je suis ravi de voir que nous partageons sur ce point le même sujet. Et alors, est-ce que ça veut dire, peut-être de manière paradoxale, que plus on va vers un monde technique ou technologique, et plus pour l'homme, l'enjeu serait de revenir au classique, en quelque sorte, donc à la littérature, à la culture, à l'histoire que vous évoquez ? J'en suis persuadé, j'en suis vraiment persuadé. Ça paraît bizarre ou un truc de littéraire, mais évidemment c'est plus facile à dire quand on était plutôt littéraire et qu'on a toujours eu plutôt de l'affection pour ces choses-là. Mais je suis persuadé que plus on est dans une civilisation technologique, plus le problème c'est la façon dont l'homme aborde ces technologies. Et une technologie n'a jamais sa réponse en elle-même. La réponse, elle est faite dans l'usage que vous en faites. L'usage que vous en faites, c'est un choix que vous faites. Ce choix que nous avons à faire, nous avons à en faire de plus en plus. On est même dans une société de l'hyper-choix, en fait, à bien des égards. Souvenons-nous, au XVIIIe siècle, jusqu'au XVIIIe, quasiment au XIXe, quelqu'un dans sa vie, il choisissait quasiment rien. Hein. Il ne choisissait pas son épouse ou son époux, il ne choisissait pas l'endroit où il habitait, et il ne choisissait pas son métier. Souvent, c'était celui de ses parents. Finalement, évidemment, on ne choisissait pas sa religion, parce qu'on ne vous demandait pas de choisir. Vous n'étiez amené à faire quasiment aucun choix dans votre vie. Aujourd'hui, quand vous grandissez dans une société occidentale ouverte, vous êtes à même de faire tous les choix de votre vie, jusqu'à la température du siège de votre voiture en hiver ou de votre salon par rapport à celle de votre chambre. Et finalement, ce qu'on ne pense pas, c'est qu'on a beaucoup de mal à faire les choix. L'être humain a beaucoup de mal à formuler des choix et à choisir énormément de choses. D'ailleurs, il y a beaucoup d'études psychologiques qui ont montré qu'au-delà de 7 choix, on avait de la désutilité, c'était beaucoup trop pour nous. On se rend compte que quand on a beaucoup trop de choix, finalement, on va vers le choix grégaire. Plus exactement, on laisse choisir les autres, en fait. On va dans le courant. Et le grand enjeu de notre société aujourd'hui, c'est que le risque est que les technologies nous dictent les choix. On se rend compte d'ailleurs que cette société de l'hyper-choix, c'est une société de l'hyper-uniformisation. Que finalement, la fameuse the long tail, la fameuse longue traîne dont parlait Chris Anderson, l'idée que grâce à Internet, chaque petit besoin allait pouvoir avoir son marché ou petite création artistique allait pouvoir avoir son marché, c'est absolument pas révélé. En réalité, on a une concentration plus forte que jamais
des consommations. C'est chacun lit le même livre en majorité, et puis des tas d'auteurs qui sont jamais lus. Et donc cette concentration, elle montre bien qu'on a un problème de choix. On a un problème justement de maîtrise de la technologie, parce que la technologie de plus en plus nous porte, mais elle nous amène à être de plus en plus passifs, un peu comme la télévision si vous voulez. Or, il va falloir qu'on choisisse d'être humain. Hier, être humain c'était une contrainte. Demain, il va falloir le choisir. Un peu comme aujourd'hui, vous choisissez, plutôt que de prendre l'escalator, de prendre l'escalier parce que vous savez que ça vous fait du bien, de pratiquer la marche physique. Eh bien, pour l'activité intellectuelle, pour la prise en main de ces choix au jour le jour, le choix politique, mais aussi les choix économiques, les choix de vie, de plus en plus, vous allez avoir des choses qui vont vous dicter, on va vous suggérer des choix. Le film que vous devez regarder sur Netflix, par exemple, il vous est suggéré par un algorithme qui est censé être adapté à votre intellect. Mais peut-être que vos goûts, peut-être que vous aviez envie d'aller voir autre chose, peut-être que vous voulez changer à un moment donné. Et ce monde, de plus en plus, il va vous cantonner dans ce que vous êtes déjà, il va vous empêcher d'évoluer. Ça, c'est le contraire exact de l'humanité, qui doit devenir différent de ce qu'on est. Il y a une belle phrase de Michel Foucault qui dit « Ce qui est formidable avec le travail, c'est qu'il vous rend différent de ce que vous étiez au départ. » Apprendre, c'est créer des connexions neuronales, c'est créer de nouvelles synapses, et c'est difficile, c'est douloureux. Évidemment, ce n'est pas le sens de la plus grande pente. On n'a pas envie de se fatiguer, on a envie de quelque chose naturellement. En tout cas, on a l'impression qu'on a envie du repos. On a un monde qui de plus en plus nous encourage à cette indolence en quelque sorte, au sens propre. On n'a pas envie de se faire mal. Eh bien, il va falloir qu'on ait le courage de lutter contre ça. Et ça, malheureusement, il y a probablement peu de gens qui auront le courage de se prendre en main. C'est peut-être la façon la plus simple de le dire, de se prendre en main et de résister aux machines. Pas au sens de créer des espèces d'enclaves d'Amish où on va dire voilà, le 19e siècle c'était super et puis on va vivre avec une lanterne. Non, résister au sens essayer de utiliser la technologie en sachant ce qu'on veut en faire et non pas en se laissant porter par elle. Cette technologie qui peut nous être imposée, on pense à deux structures qui pourraient l'imposer. Ça peut être des grandes entreprises monopolistiques, les GAFA par exemple, ou bien les États aussi qui pourraient prendre le contrôle. Au moment où on enregistre cette émission, à la question du prélèvement à la source, c'est aussi quelque part une sorte de prise de contrôle de l'administration sur la connaissance complète de la personne, ce qu'elle gagne, si elle est mariée, combien elle a d'enfants, à qui elle fait des dons, si elle en fait. Donc une sorte de prise de contrôle aussi qui fait que les liberté personnelle ou individuelle échappe aux personnes en étant aux prises de cette structure étatique. Est-ce que là, il n'y aurait pas un autre type de servitude qui pourrait arriver ? Un des aspects les plus préoccupants, évidemment, du monde contemporain, c'est la progression de la société de la surveillance. On le voit en Chine, c'est absolument frappant. La Chine est en train de devenir une sorte de grande prison à ciel ouvert, avec 1,3 milliard de prisonniers, n'est-ce pas ? Où le système de notation sociale qui est en train d'être développé, qui est associé, où vous allez finalement croiser toutes les données, puisque l'État est extrêmement centralisé, croiser toutes les données de ce que vous dites sur les réseaux sociaux, de vos recherches sur Internet, de ce que vous êtes économiquement, et aussi de ce que vous faites dans la rue, donc vos déplacements à travers des caméras à reconnaissance faciale. Tout ça donne une notation sociale. Cette notation sociale, elle est censée récompenser les bons citoyens, mais derrière, évidemment, elle est là pour sanctionner les mauvais. Donc quand vous traversez en dehors des clous, ou quand vous avez des idées subversives, on va vous maîtriser. On a, et c'est absolument horrible, un État qui va pouvoir contrôler absolument sans retour en arrière possible l'ensemble des citoyens. Malheureusement, je n'ai pas l'impression qu'en Europe, on ne finisse pas par prendre, officiellement pour des raisons différentes, au nom de votre sécurité, au nom de votre bien, bien sûr, il y aura toujours toutes les justifications possibles, mais on prend la direction d'un contrôle au moins aussi grand, au moins aussi fort. Évidemment, la menace terroriste encourage à toutes les transgressions et toutes les progressions possibles. Déjà, finalement, qui se souvient qu'il y a 10 ans encore faisait débat les caméras dans la rue, alors que maintenant elles sont évidemment absolument partout. Cette progression, elle est réelle. La capacité au recoupement est aussi en train de progresser. En face, vous avez qui ? En face des États qui veulent vous contrôler pour garder le pouvoir. Vous avez en effet ces très grandes entreprises qui parfois sont quasiment aussi puissantes, voire plus puissantes peut-être à certains égards. Peut-être qu'elles ont déjà en partie le pouvoir. Qui officiellement veulent votre bien, c'était ce que Google disait, vous savez, c'est son slogan, don't be evil.
mais dont on n'est pas absolument certain de connaître leur vraie motivation, pas certain aussi qu'elles ne vont pas évoluer. Voilà, les GAFA, c'est le projet transhumaniste qui est qui est répandu dans la Silicon Valley. C'est cette espèce de ce que j'appelle ce puritanisme progressiste qui est très limité à une certaine sociologie des élites américaines et qui s'impose à travers ces grandes plateformes au monde entier. Il y a aussi une forme de contrôle qui est en train de se développer. À certains égards, elle est aussi un petit peu préoccupante parce que moi, je les assimile beaucoup à ce qu'on pourrait appeler des sortes d'organisations pirates qui vont essayer finalement de vivre de votre dépendance au réseau, de vivre de l'utilisation évidemment de vos données, de vivre de cette exploitation. Et je les oppose à ce que devraient être les entreprises vertueuses. La nouvelle moralité des entreprises, ce serait justement d'être capable de ne pas forcément vous proposer ce que l'algorithme veut vous proposer. Le meilleur exemple, c'est on connaît la manière pour capter votre attention en permanence et sucer votre attention le plus possible afin de monétiser cette attention, et on se l'interdit. On va rentrer dans une relation de confiance où on va essayer justement, au contraire, d'être votre aide, votre accompagnateur, même pas votre guide, juste votre accompagnateur, votre aide dans cette espèce de civilisation numérique où vous êtes appelé à faire votre choix. Donc les entreprises qui vous aident à faire votre choix, qui vous aident à choisir, et pas les entreprises qui sont là pour vous dire ne t'inquiète pas, monte là et le petit train va t'amener et la balade va être sympathique. Donc finalement, l'enjeu serait vraiment personnel et individuel. C'est-à-dire que c'est la volonté d'être libre ou d'être indépendant de chaque personne qui est le rempart, le rempart au fait que les États ou les entreprises puissent contrôler les personnes. Cette sorte de liberté personnelle affirmée. Oui, alors c'est vrai qu'en tant que libéral, on peut affirmer, un libéral c'est quelqu'un qui croit en l'homme, c'est un humaniste évidemment, quelqu'un qui croit que la première valeur de dignité, la première minorité à respecter, et la seule en fait, c'est l'être humain, c'est l'individu. Et je suis extrêmement méfiant, pour ne pas dire plus, vis-à-vis de toutes les formes de collectivité au sens d'entité qui est censée vous expliquer à chaque individu qu'au nom du bien commun, qui est en général toujours une ou deux personnes qui ont réussi en fait à se l'approprier, il va falloir que vous fassiez ça ou ça. Voilà. Je suis extrêmement soupçonneux. Pour moi, il y a toujours des gens qui vont profiter, qui vont s'improviser, les rentiers, qui vont traire la vache à lait de cette forme de collectivisation qui est une forme d'exploitation en réalité détournée. Voilà, c'est mon soupçon permanent. Et donc évidemment, je crois dans la capacité et dans la nécessité pour l'être humain de se prendre en main. Je sais que c'est très difficile aussi, je sais que tout le monde n'est peut-être pas capable à la même hauteur, je sais que les gens n'ont pas les mêmes capacités de ce point de vue-là, mais à décider, évidemment on n'a pas les mêmes atouts au départ, les mêmes environnements, mais la capacité à refuser, tout bêtement, à se prendre en main sur les réseaux sociaux par exemple, à dire bon voilà, je suis devenu dépendant aux réseaux sociaux, parce que c'est une réalité la dépendance aux réseaux sociaux aujourd'hui, ou alors je risque d'être dépendant demain à la réalité virtuelle. Ça, à mon avis c'est un très grand risque qu'on n'a pas vraiment identifié, mais vous savez, au début du XXe siècle, un des fondateurs de la 20th Century Fox avait dit les gens, en parlant de la télévision, les gens se lasseront vite de regarder une petite boîte. Quand vous voyez aujourd'hui la capacité d'attraction qu'a encore la télévision, évidemment c'est plus une petite boîte, c'est un peu mieux, mais c'est toujours environ 4 heures par jour et par Français de plus de 5 ans quand même, en moyenne. La télévision, encore aujourd'hui, en plus des autres écrans, qui sont aussi 4 heures, vous vous rendez compte combien la réalité virtuelle va avoir une capacité d'attraction, de fascination. Et les gens vont pouvoir tout à fait, très facilement, se perdre dans la réalité virtuelle. Ça va être un choix très dur de choisir de rester dans la vraie vie. Extrêmement exigeant. Très peu de gens auront cette force. Et justement, il faudra certaines entreprises les aident. Et ça va être aux gens de le savoir. C'est pour ça que je trouve qu'il est important qu'on ait des dialogues et des débats de ce type-là pour que les gens prennent conscience que c'est ce type de choix qu'ils vont être amenés à faire et qu'il ne faut pas qu'ils attendent que les États choisissent pour eux et encore moins que les entreprises forcément, en tout cas les plus grandes aujourd'hui, les aident réellement dans ce choix terrible. Les États, sous couvert de votre bien, deviennent des États nounous qui au contraire font le contraire puisqu'ils vont justement vous empêcher de faire les erreurs, donc vous empêcher de faire le choix vous-même et de vous
prendre en main. Et donc on en revient à l'enjeu éducatif que on évoquait. Vous avez abordé la question des écrans, parce que vous êtes professeur à l'université également. On voit que les écrans sont très présents aussi dans les écoles ou à l'université. Est-ce que là aussi, c'est pas... il y a beaucoup d'avantages à l'usage de ces machines, mais est-ce que c'est pas aussi, comme vous l'avez évoqué, le fait de capter l'attention et d'empêcher aussi la formation des enfants ou des étudiants? Oui, je parlais tout à l'heure de l'abandon de la lecture approfondie, la concentration approfondie. Vous savez, le grand gain qu'on avait eu en passant de la scriptura continua au IXe siècle, on écrivait encore les livres. Avant que ça passe, c'était encore des rouleaux, d'ailleurs c'était pas les codex, donc le codex c'est la forme actuelle, qui est plus facile parce qu'on peut aller en arrière, aller directement à la fin, etc. Mais un autre progrès technologique, si vous voulez, dans le livre, c'était quand on a séparé les mots. Parce que ça veut dire qu'on pouvait lire non plus, on n'était plus obligé de dire à haute voix pour arriver à comprendre avant les mots qui étaient tous écrits les uns aux autres sans différence. En inventant la ponctuation, la séparation des mots, on a pu lire de façon approfondie. Avec Internet et les hyperliens, on a cru qu'on avait trouvé une nouvelle technologie, qu'on était allé plus loin dans la capacité à apporter du sens à travers les textes. Et en fait, c'est le contraire. Puisque justement, l'hyperlien, il brise la concentration de lecture, il brise la continuité du raisonnement et de la concentration, donc il est exactement le contraire. Je ne suis pas contre les écrans, mais il y a beaucoup d'études qui montrent qu'on se souvient plus d'un cours si on l'a écrit à la main plutôt que si on l'a tapé, que le fait d'avoir un ordinateur fait qu'on se souvient moins bien. Moi, je constate surtout que ce qu'on perd de plus en plus, y compris moi, qui suis pourtant la vieille école et qui pourtant à l'époque ai fait les dissertations comme tout le monde et n'avait aucun problème de concentration, je constate que je perds cette capacité d'approfondissement et de concentration à travers les écrans et que ce qu'il faut retrouver, garder, et qui n'est peut-être pas assez développé chez nos étudiants, peut-être que je fais toujours le vieux grincheux déjà, on a toujours l'impression qu'aujourd'hui les jeunes ne sont plus ce qu'ils étaient, n'est-ce pas, mais j'ai l'impression qu'on perd quand même chez les étudiants la capacité à évidemment s'exprimer correctement, à écrire correctement la langue, mais plus encore à structurer sa pensée, à argumenter, à avoir un discours qui n'est pas l'opinion, uniquement une sorte d'opinion qui est la première chose qui sort du subconscient, mais plutôt la synthèse raisonnée d'arguments qu'on aura confrontés on aura traité à travers un processus à charge et à décharge, d'instruction à charge et à décharge. Voilà, j'ai l'impression que cette capacité, elle est abandonnée et j'ai pas l'impression que les écrans, vraiment pas, soient capables de vous donner cette capacité. Finalement, le grand paradoxe, c'est celui du one click away. Vous savez, on dit souvent pourquoi les gens sont tous sur Google. Ils sont pas obligés d'être sur Google, ils sont one click away, ils pourraient aller ailleurs et ils ne sont pas enfermés chez Google. De la même façon, aujourd'hui, on est dans un monde où tout le savoir est one click away. Pourtant, les gens n'y vont pas. Vous pouvez télécharger gratuitement sur votre Kindle l'intégralité de la grande littérature française. C'est pas pour ça, je ne pense pas que les gens lisent plus Proust. Donc on se rend bien compte que l'accès n'est pas suffisant. Un petit peu comme Malraux avait cru qu'il suffisait de donner accès aux grandes œuvres de l'esprit pour que les gens se cultivent massivement. Ça n'a pas marché. Parce que la curiosité d'esprit est peut-être, contrairement à ce que disait Descartes, pour l'intelligence, la chose la moins bien répandue. Et c'est malheureusement la réalité. C'est pas parce que vous avez accès au savoir, one click away, que vous allez y aller. Donc, là encore, l'éducation est fondamentale. Je ne suis pas certain que les écrans fassent que les gens aillent se précipiter sur toutes les grandes œuvres de l'esprit et se cultiver. Bon, eh bien, donc c'est un appel à la curiosité, c'est très bien. Et si nos éditeurs retiennent cela de l'émission, ils ont retenu l'essentiel, je pense. Merci beaucoup, Olivier Babot. Je rappelle que vous êtes le président de l'Institut Sapiens. Vous réalisez plusieurs notes et études sur la question de ces technologies et des conséquences qu'elles ont pour l'évolution des rapports entre la personne et la société pour les années à venir. Merci beaucoup. Merci pour votre fidélité aux émissions d'Orbis.